Paul Martel, bonjour, bienvenue sur le stand de l'UPE 06. Bonjour. Vous êtes là dans le cadre de la commission enseignement supérieur, recherche et innovation de l'UPE 06, donc une commission de l'UPE qui œuvre pour rapprocher le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche publique vers les entreprises à travers différentes actions. Et donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que vous puissiez d'abord nous expliquer qui vous êtes. Paul Martel, donc société MXM Sterlab. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est votre entreprise? Oui. Alors, MXM est un groupe qui travaille dans le domaine des dispositifs médicaux, de la conception jusqu'à la commercialisation. Nous sommes installés sur Sophia Antipolis et nous sommes sur la région depuis 1977. Nous avons été amenés à développer plusieurs types de dispositifs. Le dispositif le plus poussé a été un implant cochléaire qui sert à la restauration de l'audition chez les sourds totaux, chez les sourds profonds. Un implant cochléaire, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas cette technologie? Alors, c'est une technologie qui a été lancée dans les années 1970 qui consiste à stimuler électriquement le nerf auditif chez des patients qui sont sourds et qui ne peuvent pas bénéficier des prothèses conventionnelles. Donc il existait à l'époque quelques fabricants qui se lançaient dans ce secteur et nous en avons fait partie. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé avec vos propres forces de recherche et développement ou est-ce que vous avez été chercher des compétences à l'extérieur de l'entreprise? Alors, il faut situer cette activité dans le cadre plus général de la neurostimulation. C'est similaire, si vous voulez, à des pacemakers, mais qui stimuleraient non pas le cœur, mais d'autres organes du corps. À ce titre, la recherche sur ces activités est très importante. Donc, il faut effectivement recueillir au sein de la société une équipe de recherche et développement, mais il faut aussi participer à des actions concertées avec des sociétés extérieures ou avec des laboratoires extérieurs. Et donc, pouvez-vous nous citer en particulier le ou les laboratoires avec lesquels vous avez été amené pendant ces 30 ans à collaborer? Alors, pour ce dispositif et d'autres, en particulier pour le dispositif qui a servi à faire remarcher au moins 2 paraplégiques il y a une dizaine d'années, nous avons collaboré avec principalement les INSERM, le CEA et l'INRIA. D'accord, donc vous avez plusieurs collaborations. Concrètement, comment se passe cette collaboration? Est-ce que vous avez des contrats de recherche communs? Est-ce que vous embauchez des docteurs? Comment se passe cette collaboration? Il y a plusieurs types de cadres à ces collaborations. Dans notre cas, les collaborations ont toujours démarré, je dirais, par la base, c'est-à-dire par les équipes de recherche elles-mêmes. Il n'y a jamais eu, dans notre cas, ce n'est pas valable pour tout le monde, mais dans notre cas, il n'y en a jamais eu d'action concertée au niveau des dirigeants, au niveau même des instances, que ce soit régionales ou nationales. C'est toujours à l'occasion de rencontres, de congrès ou de rencontres au bloc opératoire que des liens se sont tissés entre les chercheurs de nos équipes et les chercheurs d'équipes, comme par exemple celle de l'INRIA, dans le cas de Sophia Antipolis. Ensuite, sur la base, je dirais, de ces affinités naturelles, des contrats types sont mis en place qui peuvent être soit des conventions simples, soit depuis quelques années des ILAB, soit au stade ultime, effectivement, le laboratoire commun, qu'on appelle le labo commun. Donc ce que vous dites, c'est avant tout une histoire d'homme, c'est-à-dire ça passe par une rencontre à un moment donné où il y a un intérêt commun pour un sujet et une valeur ajoutée pour l'entreprise du laboratoire et peut-être pour le laboratoire l'opportunité de travailler sur un enjeu business, je dirais. Dans notre cas, oui. Dans notre cas, discutablement. Je sais bien que c'est quelque chose qui quelquefois perturbe un peu les dirigeants des gros laboratoires, mais il faut bien constater que c'est ce qui s'est passé chez nous. L'intérêt est évident. Vous dites qu'effectivement, on parle d'enjeu. Il est évident que les apports d'un laboratoire de rayonnement international sont critiques pour l'évolution d'une PME. Nous ne pouvons pas, au stade petite entreprise que nous sommes, MXM aujourd'hui est une entreprise de quelques dizaines de personnes.
nous ne pouvons pas nous offrir, et le terme offrir est vraiment fondé, la recherche et développement qu'on va trouver dans un labo comme le CNRS ou comme dans les INSERM. Ce sont des acteurs qui pour nous sont absolument indispensables. Et donc, quelles sont aujourd'hui les recommandations que vous donneriez à une PME qui voudrait démarrer une collaboration avec un laboratoire de recherche publique? Alors, quel que soit le niveau de la PME, je dirais qu'il ne faut absolument pas développer de complexes d'infériorité ou de supériorité, mais surtout d'infériorité. N'importe quelle PME est compétente dans son domaine et à ce titre, elle est tout à fait apte à contacter un de ces laboratoires dont nous parlons pour voir, je ne dis pas que ça se fera, mais pour voir s'il y a un intérêt commun à avoir un partenariat public-privé. Et quel que soit le domaine. On a toujours vu des collaborations dans des domaines, quelquefois, qui nous paraissaient un peu, je dirais presque bizarres, mais qui peuvent fonctionner, encore une fois, si les équipes en place, et on revient à cette histoire d'hommes, permettent d'asseoir cette collaboration. Ne pas hésiter, pousser les portes, allez, et ne pas surtout passer par le haut, je dirais, c'est notre exemple. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de passer par le haut, c'est de pousser la porte dans le labo, si vous avez un labo pas très loin, c'est contacter une faculté, une université, un CHU, qui a toujours des labos, et demander si, dans la structure, il y a quelqu'un qui peut apporter une réponse ou un complément de réponse à un problème technique qui se pose. D'accord, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, MXM continue une collaboration fructueuse avec plusieurs laboratoires. C'est exact. Au niveau national, au niveau européen, dans le cadre de programmes qui sont quelquefois très importants, quelquefois beaucoup plus faibles, mais oui, nous continuons. Et encore une fois, c'est un élément absolument indissociable de notre travail. Paul Matel, merci pour votre témoignage et longue vie à MXM et longue vie donc à cette collaboration avec les laboratoires